Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Casabule l'entretien. Aujourd'hui, c'est avec un dessinateur, auteur et graveur que nous avons rendez-vous. Originaire de Bazas dans le sud-ouest de la France, il grandit dans une famille d'artistes, entre guillemets, papa dessinateur à 16 heures et maman sculptrice. Formé au métier de fondeur d'art, il passe 10 ans à Bruxelles pour étudier l'illustration et la gravure à l'Institut Saint-Luc. En 2016, il crée Maudite avec Roxane Gauvin. On y reviendra. En 2019, il publie son premier album, Le Passager, aux éditions Varum. En 2022, la publication de Jemna, Les Ombres Corses, avec Philippe Donadil, qui est au scénario, et vient de paraître aux éditions Daniel Maguen, Off, sur un scénario de Romain Renard et d'Olivier Tollet. J'ai le plaisir de recevoir Patrice Regla-Visavona. Bonjour Patrice. Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance et merci d'avoir accepté cet entretien. Alors je commence toujours mon entretien par une question. Vous êtes ici à la librairie L'Octopus aujourd'hui pour une séance de dédicace. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer ces lecteurs ? C'est toujours quelque chose d'assez enrichissant parce que déjà ça fait plaisir quand on est un auteur débutant comme moi de rencontrer des gens qui sont curieux. Et puis après, c'est toujours agréable de savoir si oui ou non on a bien fait notre boulot et si ce qu'on fait, c'est potable ou pas, quoi. Donc c'est vraiment une grande chance. Et puis il y a aussi rencontrer les lecteurs, mais aussi rencontrer les libraires qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer étant donné qu'on travaille un petit peu dans notre coin, mais qui font quand même partie de l'équipe. Et c'est aussi chouette de pouvoir discuter avec eux de notre travail et puis des autres aspects de l'industrie qui est le livre, quoi. Oui. Voilà. Oui, parce que vous êtes un jeune auteur, hein, on peut le dire. C'est 3 albums qui sont parus dans différentes maisons d'édition. À quel moment avez-vous eu envie de faire de la bande dessinée ? En fait, assez tôt, moi j'ai grandi dans une famille qui avait pas mal de considération pour la bande dessinée, en fait. Ouais. Ça a toujours été quelque chose d'assez sérieux chez moi. Et donc, moi j'ai grandi entre les classiques, Lucky Luke, Tintin, Astérix Obélix, et tout un peu la vague années 80 à suivre, avec Pratt, Tardy et tous ces mecs-là. Ouais. Ou même des Bourgeon, enfin vous voyez des auteurs comme ça, qui sont quand même des auteurs qui racontent des choses sérieuses. Oui, clairement. Et donc du coup, moi j'ai vu ces deux aspects de la BD, et parce que j'ai toujours dessiné, parce que c'était un truc chez moi. Toujours depuis la toute petite enfance, en fait, vous Ouais. avez commencé à dessiner. Enfin, tous les enfants dessinent, hein, mais c'est resté vraiment, c'est quelque chose qui... Oui, et puis c'était un peu le passe-temps principal, Ouais. et en même temps, c'était aussi quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que moi, vu que ma mère elle était sculpteur, c'était son travail, elle était professionnelle de ça, ça n'a jamais été présenté chez moi comme un hobby, quelque chose d'un peu sur le côté. Ça a toujours été quelque chose de sérieux, et on m'a donné les outils assez tôt pour pouvoir progresser. Même si je suis arrivé quand j'ai fait mes études avec des lacunes énormes, mais voilà, quoi, voilà, c'était une vision, je crois, à part de ça. Et moi, j'ai eu cette chance qu'on me pousse là-dedans en m'expliquant, oui, en fait, c'est quelque chose, on peut faire des choses intéressantes et sérieuses avec ça. C'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça sur le côté, quoi. Ouais. Voilà. Alors, intéressante et sérieuse. On va commencer par vos premières publications en e-books. Ça s'appelle Maudite. Ça a commencé en 2016. Il y a eu 4 albums hein, avec Roxane Gauvin. Une série érotico-mythologique, on peut le qualifier comme ça. Une entrée en matière assez décapante quand même dans le monde de la BD, si je puis me permettre. Mais en même temps, j'ai l'impression que ces e-books, c'était un peu une revanche des femmes sur les hommes qui est opérée par leur érotisme. En fait, nous, quand on a... C'était un peu l'idée, parce que voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, cette bande dessinée. Alors en fait, moi, il y a 2 trucs qui m'intéressaient là-dedans. Bon, déjà, c'est pas 4 albums, c'est des histoires courtes. Ouais. En fait, à la base, le projet avec l'éditeur qui est La Musardine, c'était de faire 4 histoires courtes et de voir un peu comment ça fonctionnait, parce que nous, on a proposé une histoire qui dénotait un petit peu avec leur catalogue. Et eux, à l'époque, ils étaient à la recherche de quelque chose qui soit un peu moins premier degré, un peu moins histoire érotique, avec le mec qui vient réparer la photocopieuse et je sais pas quoi. Et donc, nous, on y arrivait avec ce projet. En plus, je pense que ce qui leur a plu, c'est que les histoires étaient scénarisées par ma compagne, toujours actuellement, Roxane Gauvin, et donc scénarisé par une femme, donc peut-être que ça a amené une autre vision, parce qu'il y a beaucoup de noms féminins dans la bande dessinée érotique, mais en fait c'est beaucoup de pseudonymes, je pense. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ça a amené une autre vision, et moi j'ai pris ça un petit peu comme un laboratoire, parce que
J'avais beaucoup de lacunes, je pense, au niveau anatomique, etc. Parce que moi, dans mes études à Saint-Luc, à Bruxelles, j'ai fait l'illustration jeunesse Oui. et pas la bande dessinée. Et donc, du coup, les cours sur le corps, etc., étaient assez minoritaires. Et donc, moi, je me suis servi un peu de ça pour progresser, comme un laboratoire aussi des techniques, parce que chaque histoire, c'est une technique différente de noir et blanc. Il y en a une au pinceau, une à la plume, une au crayon, enfin, je sais plus, je me Oui. souviens plus bien. Et voilà, et en fait le deal c'était de voir si ça fonctionnait et de faire éventuellement un truc papier, ce qui n'a jamais vu le jour, Oui. mais bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. De toute façon, on peut les trouver chez Isneo, par exemple. Oui, oui, voilà. Enfin voilà, on peut les trouver en e-books. Je vous conseille quand même parce que c'est assez marrant, c'est assez décapant. Je vous conseille ces albums. Allez, on passe tout de suite à votre premier album solo, Le Passager, aux éditions Varum. Je crois que c'est né à la suite d'une lecture d'articles scientifiques sur le parasitisme animal, que vous avez ensuite étudié avec passion, ce parasitisme animal. C'est né de ça, avec ses incroyables conséquences sur le comportement des autres involontaires, en fait, des parasites. Ben, en fait, ces lectures, elles sont intervenues à un moment où moi je me posais un peu des questions sur moi-même, sur ma relation aux autres, pourquoi, comment fonctionnent les relations sociales. Moi, je vivais avec des gens qui étaient excessivement sociaux à l'époque. Enfin, Ouais. excessivement, c'est pas du tout un défaut, hein, mais en fait, ils avaient ce comportement comme ça, très très séducteur et tout ça. Et je me disais, oh là là, mais c'est incroyable de vivre comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, etc. Et puis en même temps, je lisais des trucs sur les parasites. Et j'ai lu notamment un article c'était une étude sur la grippe, je crois, qui est pas vraiment, qui est plutôt un virus, qui est pas vraiment un parasite, mais Ouais. dans cette étude, ils disent qu'ils ont fait des tests et que en fait, pendant la période d'incubation de cette maladie, et ben en fait, on va être beaucoup plus sociable. Et donc Le virus nous amène pourrait nous rendre plus sociables. inconsciemment à aller vers les autres, en Voilà, fait. et en fait, la période d'incubation, c'est aussi la période où on est le plus contagieux. Ouais. Et donc voilà, je me suis dit, ah mais c'est marrant, pourquoi je n'essaierais pas d'écrire une histoire qui mélange en fait ces deux notions Oui. et d'essayer de faire une espèce de récit métaphorique autour de ce questionnement-là. Oui, parce que je ne veux pas trop déflorer l'intrigue du pitch, ouais, mais difficile c'est d'en parler, c'est mais- deux copains quand même qui partent en bateau là sur une île pour histoire de faire des photos, de vivre un peu à la Robinson Crusoe, de s'offrir un petit voyage comme ça tranquille. Et là il y a un switch, et il y en a un qui se réveille à bord du bateau et l'autre est plus là. Donc on commence comme ça. Je vais pas en dire plus. Ouais, donc il y a un côté un peu enquête comme Ouais. ça. Et moi, sur ces albums, j'ai essayé de faire en sorte que le lecteur soit pas mal mobilisé parce que il y a quand même un espèce de jeu d'indices dans les images, parce que c'est assez muet quand même. Oui. Il y a une grande partie de l'album qui est muette. Pour mettre un peu à contribution le lecteur, parce que moi, je trouve qu'en tant que lecteur, si je découvre des choses par moi-même, bah, mon implication elle est plus forte et en général, je vais préférer. Oui. Donc j'ai essayé de faire un truc comme ça, mais bon, après c'était quand même un peu casse-gueule comme bouquin parce que il y avait ce côté histoire assez mainstream, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Et puis un graphisme qui lui est un peu plus BD indépendante, parce que moi j'étais à Saint-Luc avec Thierry Van Asselt, l'éditeur de Frémoc, et donc j'ai suivi un peu ses conseils et qui étaient des très bons conseils, je crois. Et donc ça a donné cette espèce d'album un peu hybride que j'ai eu pas mal de mal à faire éditer. Bizarrement, parce que c'est très bien finalement. Moi, ça m'a fait penser un peu à une aventure un peu maritime, à la Emmanuel Lepage, hein, comme ça. Et en même temps, de façon sous-jacente, je trouve qu'il y a un subtil rapprochement entre le titre et la baseline du chef-d'œuvre cinématographique Alien, le 8e passager. Et ben ça, c'est pas mon idée, ça c'est l'idée de l'éditeur qui Ouais. s'appelle Vendry Leroy. Moi, à la base, le titre de l'album, c'était un verbe, D'accord. qui est le verbe RC. Mais personne ne comprend en fait ce que ça veut Ouais. dire. Donc il m'a dit franchement ton truc on va changer parce que là on comprend rien du tout. Et voilà. Mais c'est marrant parce que c'est aussi un mec que j'ai rencontré à Angoulême grâce à la série d'avant. Parce que moi j'arrivais Oui. pas à avoir de réponse pour mon album. Donc je me suis dit, grâce au truc érotique là, j'ai trouvé des accréditations. Je me suis dit je vais y aller avec mes dossiers et puis on va voir ce qu'on va voir. Et puis j'y suis allé comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré Vendry qui m'a dit tout de suite ah ben d'accord on le fait. Alors que mon dossier était assez mal foutu parce que j'avais fait les 30 premières pages de l'album et en fait il n'y a aucun texte. Et donc je pense que pas mal d'éditeurs ont été assez circonspects. Et voilà. Oui, mais les dessins parlent d'eux-mêmes aussi. Alors là, moi, franchement, pour un premier album, vos dessins réalisés au lavis très réalistes, qui permettent un traitement plein de subtilités des ombres et des lumières aussi, c'est ça que moi qui m'a franchement étonné, c'est l'utilisation de la lumière que vous faites Merci dans vos beaucoup. dessins. Rien que sur l'océan, sur les vagues, toute la lumière est définie, sur le soleil qui définit la lumière,
Tout est une question de lumière, d'ombre aussi dans ces dessins monochromiques, hein, de toute façon, sur cet album-là. C'est quelque chose qui vous porte, ça, d'utiliser la lumière? Moi, en fait, je crois que c'est ce qui m'a toujours intéressé dans le dessin. Mais c'est parce qu'en fait, je crois que moi, ce qui m'a le plus influencé, moi, depuis que je suis gamin, c'est pas la bande dessinée, en fait. C'est plutôt la peinture, la gravure, Ouais. des choses comme ça. J'adore l'impressionnisme, j'adore enfin, le clair-obscur. En fait, je trouve que c'est un outil narratif hyper intéressant. Parce qu'il permet en fait de diriger le regard sur des choses, mais laisser des zones un peu d'ombre où Ouais. il y a quand même du détail, on peut quand même apercevoir des choses. Voilà, il y a quelque chose du non-dit. Enfin, je sais pas. Je trouve que narrativement, on peut faire plein de choses avec ça. Euh, et à mon avis, le fait que j'ai fait pas mal de gravures, où en fait c'est que ça, les Oui. gravures. C'est ça, ça vient de là en fait. Ça vient que vous ayez fait beaucoup de gravures. Alors, Je pense que beaucoup si de j'ai fait gravures. beaucoup de gravures, c'est parce que j'étais déjà intéressé par ça. Enfin, il y a Oui. un espèce de truc, on sait pas trop, c'est la poule et l'œuf, quoi. Ouais, Euh, mais oui, oui, effectivement. En fait, mais c'est clair, de la façon dont on déplace une lumière sur une gravure, on n'a pas du tout le même rendu sur cette gravure-là, de toute façon. non, et puis en fait, il y a le. Il y a Donc en bande dessinée, c'est ce que vous appliquez, du coup, c'est votre appétence à la gravure qui fait que vous réussissez cette lumière-là. Parce que moi, je l'ai il trouvé y a de la vraiment gravure dans le passager d'ailleurs. Ouais, Il y en a, il y a 3 ou ouais, 4 planches. ouais, il y a je crois. 3-4 planches. Parce qu'il y a un cadrage vraiment qui fait que la lumière, moi j'ai trouvé vraiment les jeux de lumière ultra impressionnants dans Bah, cet album. après, moi, c'est ça qui m'amuse. Mais Alors c'est plus facile en monochrome qu'en couleur d'amener de la lumière. Enfin, oui, oui. elle devient plus présente en fait. Oui, oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est le moteur numéro 1. Ouais. Donc en fait, forcément, on s'en sert encore plus facilement. Et c'est ce qu'on remarque en premier parce qu'il n'y a que ça. Mais après, voilà, en fait, le principe dans la gravure, c'est qu'il y a énormément de techniques. On peut avoir des variations de tons au sein même des traits. Ouais. Donc en fait, par exemple, si on fait de la pointe sèche, qui est une technique de gravure directe sur métal, et bien en fait, la force qu'on va mettre dans le trait, et bien ça va faire des nuances de gris différents dans le trait. Donc en fait, il y a une variété de teintes au sein du trait qui est 10 fois plus grande qu'en dessin à l'encre, quoi. Oui. Ou alors il faut diluer son truc, faire 10 000 couches. Oui, C'est possible. ça. Ouais. C'est possible. Moi, je l'ai fait d'ailleurs sur des histoires courtes, des trucs. Mais c'est un boulot de dingue. Mais c'est possible, on peut le faire. Voilà. Et c'est un boulot de dingue du coup. Ça vous amuse de faire ce boulot de dingue sur des histoires courtes, voilà, de Bah oui, parce reprendre que la c'est- plume. Bah oui, parce que c'est court. C'est ça. Oui, parce que c'est court, on sait que ça va s'arrêter. Il y a des techniques que j'ai expérimentées que je ferai jamais pour faire un album complet. Mais Parce par que c'est contre, trop long. Parce que c'est trop long et puis parce que c'est trop épuisant. Ouais. Moi, il y a des gens que j'admire. Par exemple, Michael Matisse, qui est édité chez Frémok, qui a fait un bouquin qui s'appelle Moloch, Ouais. qui se passe à Charleroi sur l'industrie et tout, qui est tout en aquatinte, gravure sur métal. Mais c'est un boulot de dingue. Enfin, c'est un truc. Ouais. Moi, je l'ai rencontré, il me disait, bah, si j'avais su, je l'aurais pas fait, quoi. Mais lui, il fait souvent ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu son truc. Mais il a des piles comme ça de plaques chez lui. Je sais pas aller, mais bon. Après, voilà, faut stocker aussi tout ce matériel. Oui, il faut tout stocker tout ça, oui, c'est clair. Alors, de la lumière à la couleur, on en vient du coup à Jemna, Les Ombres Corses aux éditions Delcourt, scénarisé par Philippe Donadil. Comment ça s'est passé la rencontre avec Philippe Donadil? Parce que c'est un premier album aussi pour lui, c'est un premier scénario d'album Eh BD. ben, c'est un heureux hasard, en fait. En fait, il faut savoir que lui, il écrit des scénarios depuis très longtemps. Il a fait beaucoup de courts-métrages et tout ça. Et c'est un passionné de bande dessinée. Ça fait aussi des années qu'il fait plein de scénarios de bande dessinée. Et en fait, il avait lu mon premier album, Le Passager. Et il avait remarqué qu'il y avait des décors un peu méditerranéens dedans. Parce que moi, j'ai été beaucoup en vacances là-bas. Donc forcément, j'ai mis ce que je connaissais dans l'album. Et puis avec mon nom de famille, il s'est dit, tiens, peut-être qu'il a un rapport avec la Corse et tout ça. Et vu que c'était un bouquin sur la Corse, ben, il m'a proposé, il m'a écrit sur Facebook ou je sais plus quoi. Tous les deux, vous avez des origines corses, Ouais, vous c'est ça. et Donadil. Et en Et fait- tous les deux n'avez jamais été en Corse. Si, lui Ah si, bon, lui si, quand même, parce avant que sa mère est de là-bas, il y va Ouais. 3 fois par an. Il connaît très bien, il y va très régulièrement. Lui, il connaît très très bien. Et en fait, le village qui est représenté dans l'album, qui s'appelle Ogliastre, c'est le village de sa mère, où il a passé tous ses Ok. étés depuis qu'il est né, quoi. Ouais. Donc il connaît très très bien cet endroit. Moi pas par contre. Et quand il m'a exposé son histoire, qui raconte l'histoire d'un personnage qui a des origines corses, mais qui habite à Paris,
qui est un espèce d'antiquaire, qui est à la recherche des documents, etc. Oui, Euh, du coup, je vais résumer un petit peu oui, le voilà, pitch, hein. peut-être. C'est Ange Pizarti, qui est un chineur d'antiquité parisien, se lance sur les traces d'un mystérieux trésor lié à l'empereur Napoléon. Cela va l'amener à découvrir l'héritage familial et sa terre d'origine, la Corse. Tout par de là. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que moi, l'histoire de ce personnage, c'est un petit peu mon histoire. Parce que moi, j'ai des origines corses, mais j'y étais jamais allé avant l'album parce que toute ma famille était partie. C'est une très très petite famille. Ouais. Donc bon, mes parents n'avaient pas trop de ronds, donc c'était un peu difficile de nous amener là-bas sans connaître personne et avoir Ouais. personne à aller voir. Et il faut savoir qu'en fait, un de mes aïeux était sur le testament en fait, de Napoléon parce qu'il l'aurait sauvé d'un complot. Donc il y a toute une histoire. Et, Ah oui, donc ça se rejoint et même. donc du coup, en fait, moi, C'est rigolo ça quand même. quand j'ai reçu Ah ouais? son scénario, je lui ai dit, bon, écoute, Oui, parce que forcément, il y a oui, je quelque sais pas chose. si je vais le faire pour les bonnes raisons, parce que je sais pas si ton scénario me plaît vraiment, mais en tout cas, enfin, ça fait tellement écho à à mon existence à moi que bah, je suis obligé de le faire, quoi. Ouais. Et donc on a fait ça. Ouais, la coïncidence est troublante quand Et même. donc là, on s'est amusé en plus à pousser le vice encore plus loin, c'est-à-dire que on a fait tout le voyage du personnage dans l'album. Ouais. On a passé 15 jours là-bas, je pense, à faire de la randonnée partout autour du village. Ouais, en fait, on s'est rendu dans tous les lieux de l'action, il m'a tout expliqué, j'ai rencontré plein de gens du bled. Il m'a fait rentrer avec le maire dans l'église, enfin bref, c'était tout un truc. Et donc du coup, on s'est amusé à reproduire l'histoire de ce personnage qui a un peu de moi dedans, je pense. Euh, voilà, un peu pour renforcer aussi le récit. Et puis, moi, j'ai adoré cet endroit. Donc, en plus, vu que j'ai pu faire beaucoup de dessins sur place et tout ça, et ben, des fois, on a resitué l'action parce que, en fait, je me disais, ah, mais pourquoi telle scène, ça serait pas là, ça serait beaucoup plus beau. Parce que lui, en fait, il a pas un œil de touriste quand Oui. il va là-bas. Oui. Il y a un truc beaucoup plus émotionnel, en fait, Oui. pour lui, parce que bah, telle rivière, il se baignait dedans quand il était petit, tel truc, il a fait ceci, cela. Et moi, je suis arrivé, je pense, avec un regard aussi un peu neuf. Et donc, j'ai un tout petit peu orienté certains choix, mais voilà. Je vais parler un peu corse, mais excusez-moi, hein. Shiva e volta, bon viaggio faci. Ça veut dire celui qui part et revient a fait un bon voyage. Vous avez fait un bon voyage en allant en Corse? En fait, ma question c'est, vous avez fait un bon voyage, mais un bon voyage réel, un bon voyage fictionnel, quel genre de voyage? Ben, un petit peu les deux parce que en fait j'ai rencontré des personnes formidables quand je suis allé là-bas. Je me suis aussi rencontré. J'ai rencontré ce scénariste qui est maintenant un ami. En plus il avait tout organisé parce qu'il y avait sa famille là-bas. Il avait demandé à sa mère de me cuisiner que des trucs du coin. Donc il a vraiment essayé de créer une espèce d'expérience. Ouais. Donc c'était vraiment super. Et en plus moi j'ai pu dessiner beaucoup d'après-nature, ce que j'adore faire et ce que je fais de moins en moins depuis des années parce que bah, quand on est dans l'industrie de la BD, bah, c'est beaucoup de travail d'atelier quand même, Oui. il faut un peu avancer quoi. Oui, faut être sur sa table à dessin tous les Bah, jours. après, il y a des gens qui arrivent à faire les deux parce qu'ils sont plus rapides que moi certainement, mais voilà, pour Ben, l'instant. on va en parler de l'évolution de votre dessin justement dans Jemna. Là, de la couleur pour la première fois. Ouais. C'est difficile d'apporter de la couleur comme ça dans le dessin? Alors c'était un peu un pari parce que lui voulait faire de la couleur directe, je dit ah je sais pas, je me sentais pas trop à l'aise. Ouais. Il a insisté alors bon j'ai dit allez on y va. Moi j'avais fait pas mal d'aquarelles parce que vu que j'avais fait illustration jeunesse à Saint-Luc, eux ils sont beaucoup plus sur tout ce qui est théorie de la couleur et tout ça. Donc moi Oui. j'ai fait pas mal de peinture, de trucs, mais jamais appliqué à un récit complet où on doit faire des pages, il faut maintenir une cohérence et tout ça, c'est quand même un autre travail. Ou alors en illustration jeunesse, des fois c'est on va faire 10 pages, mais Oui, bon, c'est ça. euh, C'est 10 pages support d'ailleurs sur lesquelles est imprimé le texte en règle générale quasiment voilà, sur le donc dessin. on Oui. a, donc c'est un autre travail complètement. Donc là j'ai accepté de le faire, mais par contre, vu que j'avais quand même l'expérience avant du passager où c'est quand même du lavis, donc c'est du travail mouillé Oui. sur du papier et tout ça, il y avait quand même toute une partie de la technique que j'avais déjà. Donc en fait c'est pas si différent, il suffisait Ouais. de rajouter la couleur. Et après j'ai essayé de me renseigner un petit peu pour être efficace et pour avoir des montons qui fonctionnent avec la BD et tout ça. Donc j'ai demandé un peu conseil, notamment à Emmanuel Lepage, on en parlait tout à l'heure, qui m'a donné quelques recettes de mélange pour faire certains trucs. Et voilà quoi. Et après moi j'ai essayé d'avoir une palette assez réduite. Et j'ai dû tricher beaucoup aussi sur les couleurs pour donner un peu cette ambiance chaude, etc. qu'il y a dans Ouais. l'album. Parce qu'en fait quand on est là-bas, le maquis, si on regarde vraiment en termes de couleurs, comment c'est pas chaud. En fait c'est très froid comme paysage. Ouais.
parce que C'est très rocailleux en fait. il y a des cailloux et puis c'est surtout qu'en fait Ouais. tous les végétaux sont relativement gris en fait, Oui. parce qu'il y a les oliviers, mais en fait les oliviers il y a toujours une espèce de reflet gris. Donc nous on a cette sensation et ce souvenir de paysage chaud et tout ça parce qu'il y a cette chaleur, il y a le soleil, il y a le truc. Mais en fait si on prend des photos et qu'on recopie ces images, c'est pas du tout chaud quoi. Et donc du coup il a fallu tricher, trouver un petit peu des choses pour que ce soit en fait un peu plus émotionnel que réaliste. C'est vraiment très réussi. Merci. C'est un itinéraire graphique qui se déroule en plus du parcours narratif, je trouve. Vous rendez franchement très très bien les textures, que ce soit le minéral, le végétal, l'humain, avec des visages expressifs, autant que les paysages sont enchanteurs. Et en plus, ce que je vous ai trouvé super, moi, c'est qu'à chaque époque, son univers visuel. La gravure pour le siècle des J'avais Lumières, oublié. le noir et blanc pour les années 1910 et pour maintenant la couleur. C'est toute une scénarisation aussi par le dessin qui est en plus du scénario de Donadille. Mais en fait, c'était l'idée, c'était de, vu qu'il y avait pas mal de flashbacks et qu'il y avait différentes époques, moi j'avais pas envie de faire un truc où, pour montrer les flashbacks, on soustrait quelque chose. Ouais. Parce que je trouve souvent dans les albums, c'est en couleur et puis ensuite c'est en sépia ou c'est en noir et blanc. Et en fait, on enlève quelque chose pour faire, et pour montrer le passé. Et je trouve que c'est un peu, enfin, Un peu dommage. Ouais, Donc, enfin, en tout cas, moi C'est j'avais pour pas ça, envie de faire ça. c'est pour ça d'avoir des différentes techniques pour les différentes Et là, le époques. but, en fait, c'était l'idée, c'était d'utiliser les esthétiques qui se Oui. rapprochent des moyens de diffusion de l'image de l'époque. Donc 1910, il y avait la photographie Oui. noir et blanc. Et puis, quand c'est l'époque napoléonienne et tout, c'était un peu le début, la gravure sur bois, ce genre de technique. Et donc, c'était les moyens un peu grand public de Oui. diffuser l'image, quoi. Et donc, moi, j'utilisais un peu ce code pour définir un petit peu plus les époques. Et c'est aussi parce que moi, j'ai un problème, c'est qu'en fait, je lis pas très bien, par exemple, quand il y a les films et tout ça, quand il y a des cartels et tout. Et en fait, je lis pas les dates. C'est un truc, moi, quand je lis un texte, j'arrive pas à les lire. Je sais pas D'accord. pourquoi. Et donc, du coup, si visuellement, je comprends pas l'époque, des fois, je suis un peu perdu. Ouais. Et donc du coup j'avais envie que ce soit évident quoi. Et en plus dans cet album on a beaucoup travaillé aussi sur ça, c'est qu'il y a énormément de notions qui sont expliquées. Oui. Et donc on a changé un peu des choses parce que pour moi si en BD on montre pas ce dont on parle, et ben en fait on s'en souvient pas et des fois on passe à côté de quelque chose d'important Oui. parce que c'est juste dit dans une bulle. Et nous on part du principe que le lecteur il va mémoriser ça, mais en fait pas forcément. Non, pas forcément. On est d'accord. Et donc voilà. Ouais. La scénarisation du dessin est aussi importante que la scénarisation Bah en oui, elle-même en bande dessinée. en fait il faut qu'il y ait tout le temps quoi. Oui, c'est ça. Et bah justement, on en vient à cet album qui vient de sortir là en février, Off, un imposant ouvrage de plus de 300 pages, 350 pages aux éditions Daniel Maguen, avec Romain Renard et Olivier Tollet. Je vous fais le pitch rapidement. Une tempête solaire extrême provoque une coupure d'électricité sur Terre, parce que tempête solaire magnétique. La survie passe par l'individualisme et c'est l'effondrement civilisationnel sur la Terre, là ça se passe en Belgique, qui affronte justement les membres d'une famille belge. C'est par le prisme de cette famille-là qu'on voit ça. C'est vraiment un thriller dystopique hyper crédible et haletant. Alors comment s'est fait la rencontre avec Renard et Tollet? Parce qu'eux, ils avaient cette idée d'histoire-là pour en faire une série télé pour la télévision belge au départ. Ça s'est pas fait comme beaucoup de projets de séries. Qui En fait, ça se faisait. En fait, ils avaient déjà le pied dans la porte parce Ouais. que en fait, d'après ce que j'ai compris, il y a des sélections avec des trucs et donc du coup, il y a des projets qui sont déjà un peu poussés par la chaîne. Mais après, voilà, après il y a des problématiques budgétaires de production, etc. Où là, c'est pas allé au bout, mais ils étaient quand même assez avancés dans le projet. Olivier et Romain, ils se connaissent depuis très longtemps. Oui. Ils sont amis depuis qu'ils ont 20 ans, je pense. Et donc ils écrivent ensemble depuis plusieurs années déjà. Et nous en fait on se connaissait avec Romain parce qu'on avait des amis communs à Bruxelles. Moi j'ai habité 10 ans à Bruxelles. Donc la rencontre, pourquoi ils ont Voilà. fait appel à vous Et donc pour voilà, remettre alors, la création Non, de parce cette que- bande dessinée finalement. parce que c'est une histoire un petit peu alambiquée. Ouais. On avait des amis communs, donc on se connaissait un peu de loin. Et puis en fait, on a fait partie tous les deux d'une petite revue associative qui s'appelle 64 pages en Belgique, à Bruxelles, qui s'est un peu donné pour mission de donner un marchepied aux jeunes auteurs pour un peu combler le vide qui a été laissé par l'abandon en fait, des revues de prépublication. Oui. Et donc du coup, il donne la possibilité aux jeunes auteurs de se faire un peu la main, de publier quelques trucs et de faire un petit peu les festivals et trucs. Et il demande toujours à un auteur confirmé de faire la couverture et souvent il y avait une petite interview, etc. Et nous en fait,
le numéro dans lequel j'avais publié, Romain avait fait la couverture. Et vu que c'était le numéro, je ne sais plus combien, ils avaient fait une exposition au musée de la BD. Et donc on s'est rencontrés un peu autour de la bande dessinée à cette occasion-là. Des années plus tard, il m'a appelé en me disant «Ouais, j'ai un truc pour toi, si tu veux bien». Et donc il m'a proposé ce projet. Ils se sont dit voilà, on a déjà l'éditeur, on cherche un dessinateur, gna, gna, gna. Il faut faire... parce qu'à la base, ça devait être une série en bande dessinée. C'est ça, ça devait être, allez, quoi, 3 albums de 150 pages. C'est ça, il fallait en faire un par an. Alors moi, j'ai dit, on y va. Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, auquel j'avais déjà pensé. Mais j'aurais pas été capable d'écrire un truc comme ça, parce que je me serais pas senti, je pense, assez solide pour donner mon avis vraiment sur ce genre de phénomène-là, en tout cas seul. J'étais assez intéressé par ce défi-là de faire une série, et puis d'avoir une production comme ça assez soutenue. Et donc ça s'est fait comme ça. Puis finalement ça a changé en cours de route. Mais... Une production soutenue, très soutenue, parce que 4 ans sur presque, le projet. Presque 4 ans, ouais. C'est pas long, 4 ans sur un projet Enfin, vous faites pas que ça, j'imagine. Si, moi je fais que ça. Ouais, mais il n'y a pas d'autres petits projets en parallèle, non? 4 ans de travailler sur un même projet? Un petit peu, il y a des petits trucs en parallèle, mais c'est anecdotique. Ouais. Il y a eu un peu des périodes de flottement, de choses. Et puis le truc, c'est que c'est un bouquin qui a été assez exigeant pour moi parce que déjà, ça se passe que dans des environnements qui existent, comme dans Jemna. Oui. Donc en fait, pour moi, ça demande pas mal de travail parce que j'ai envie que les gens qui connaissent, ils puissent s'identifier, reconnaître les lieux et pas se dire mais c'est où ce truc-là? Oui, j'ai envie qu'il y ait ce plaisir. Parce que moi, je l'ai vu quand on est allé en Corse. Oui, parce que ça peut être très urbain. Dans Oeuf, on voit Bruxelles, il faut repérer un peu toutes les rues. Il faut savoir la déambulation, comment tel personnage ils vont là. Et puis aussi, ce principe de récit choral, c'est assez exigeant parce que vu qu'on passe d'une séquence à l'autre tout le temps, et ben en fait, on n'est jamais vraiment à l'aise avec les personnages parce que dès qu'on les a dans la main, on passe à un autre. Il y a une autre scène, un autre arène, un autre truc. Et donc du coup, c'est assez déstabilisant. À chaque fois, il faut se remettre dedans. Mais bon, c'est pas désagréable, hein. Mais effectivement, je pense que ça aide pas à la rapidité, quoi. Non, ça aide pas à la rapidité. En revanche, ce qui est impressionnant là dans cet album, moi j'ai trouvé, c'est le découpage. Comme vous le disiez, hein, on passe d'un personnage à l'autre. Bon, il est chapitré sur les 5 personnages principaux, voilà, mais c'est les 5 personnages principaux qu'on retrouve dans chaque chapitre finalement. Et il y a un découpage de fou furieux en fait, parce que par rapport à une histoire imaginée pour la télévision et la retranscrire en bande dessinée, on n'est pas du tout sur le même principe. En fait, le lecteur, on le sait, le lecteur en bande dessinée, s'il a envie d'aller lire la dernière page avant de commencer le bouquin et de se spoiler, il a le droit de le faire. Au cinéma, on ne peut pas le faire. Enfin, voilà, ou en série télé, on ne peut pas le faire. Bien entendu. Je crois qu'il y a un contrat en bande dessinée qui est beaucoup plus fort qu'au cinéma parce que quand il ouvre la première page d'une bande dessinée, un lecteur, il passe un contrat. Enfin, on passe un contrat avec lui en disant voilà, tu vas lire les images dans ce sens voilà, et ça va bien se passer. Et effectivement, donc il y a ce truc-là qu'il faut essayer de garder. Après, il faut savoir qu'ils ont complètement réécrit l'histoire pour l'adapter en bande dessinée. C'est vraiment une adaptation. On n'a pas repris le scénario tel quel. Romain, il a beaucoup d'expérience quand même en bande dessinée, en découpage, etc. Ouais. Ça s'est fait comment justement le travail en commun entre en fait, le truc, Romain, Olivier et vous? Au tout début, en fait, il m'avait fourni un découpage, qui était pas un découpage, c'était plutôt une espèce de dialogué avec écrit là, ça fait 4 pages, etc. Mais vu qu'en fait, il fallait faire un album de 150 pages par an, en couleur, réaliste, je leur ai dit, en fait, vu que j'ai moins d'expérience que vous sur le découpage et que j'ai l'impression que vous avez envie d'un truc un peu haletant et tout, au moins découpez-moi l'album par planche, quoi. Ouais. Que je sache où sont les climax et tout, et que ce soit vous qui décidiez ça. Comme ça, on est sûr d'avoir un rythme. Et puis bon, s'il y a des trucs où moi je préfère avancer ceci, cela, je suis libre de le faire quand même. Hein, vous pouvez discuter, tout ça. Finalement, ils l'ont découpé par case. Donc ils ont fait encore plus que ce que je leur avais demandé. Encore plus que par planche, par case, carrément. Mais après, j'ai quand même été hyper libre, moi, dans mon travail. Et en général, parce que moi, je viens plutôt de l'illustration jeunesse. Ouais. Si je peux faire comprendre la même chose en une seule case plutôt que 3, je vais faire une seule case. Oui. Et donc, j'ai essayé comme ça d'aérer au maximum le récit quand je pouvais le faire. Et donc ça a été un travail un peu conjoint, mais eux ils ont fait un boulot énorme de séquençage en fait, de l'action et des ping-pong un peu entre les personnages et tout. C'est vraiment un superbe album, je le dis à nos téléspectateurs, ça fait 350 pages quasiment. On n'arrive pas à ne pas le terminer une fois qu'on l'a commencé. C'est pas un album qu'on peut poser en fait. On est tout le temps pris. Il y a de la tension quand même énormément dans cet album. Qu'est-ce que vous avez trouvé beau en fait dans ce projet? Parce que c'est vrai que vous dessinez
Il y a des couleurs complètement différentes suivant les personnages. On est dans la journée, on est dans la nuit, on est dans le paysage campagnard, on est dans le paysage urbain. Qu'est-ce qui vous a le plus plu à dessiner dans cet album? Ouais. Et puis il y a la couleur aussi. Moi j'ai une planche incroyable de Louise, la princesse de Belgique, quand elle rentre dans la cathédrale. Wow, ce dessin est juste fou, quoi. Elle est baignée de lumière. Et ça se ressent dans l'histoire, je ne vais pas déflorer l'histoire, mais ça se ressent de son importance à ce moment-là dans l'histoire. Ça appuie vraiment le scénario. Votre dessin, à chaque fois, appuie énormément le scénario. On pourrait même ne pas mettre de bulles qu'on comprendrait aussi. Ouais, moi j'ai essayé d'apporter. En fait, il y avait déjà un dynamisme tellement fort en fait dans le texte qu'ils avaient écrit. Moi, je me suis dit, il faut aller encore plus loin. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire le découpage le plus dynamique possible et que le dessin soit dynamique et vivant. C'est pour ça que j'ai essayé de faire quand même certaines parties à la main pour garder en fait un truc un peu organique, quoi. Ouais. Et après, moi, ce que j'ai préféré dessiner, le truc où j'ai tiré le plus de satisfaction, c'est de mettre en scène une histoire dans des endroits que je connaissais très bien, dans lesquels j'avais vécu des choses qui n'ont rien à voir avec l'album. Et donc essayer de faire un peu une espèce de relecture comme ça d'un paysage qui était mon quotidien en fait pendant des années, avec des personnages fictifs et on essaie d'imaginer, ah là là, peut-être qu'il va faire ces courses là, peut-être que lui fait ceci, cela. Donc moi je me suis amusé à mettre des endroits que je connaissais bien, même si c'était pas forcément dans le scénario. Oui, peu importe après dans le scénario, oui, les dessins restent les dessins. Franchement sur les paysages, et que ce soit urbain, campagnard et tout ça, ils sont magnifiques. Mais aussi l'émotion des personnages. Il y a une émotivité là dans les personnages que vous retranscrivez. Comment vous avez travaillé cette dimension émotionnelle? Parce qu'il y a des situations très fortes dans cet album qui vont de la naissance d'un enfant et aussi à certains décès, j'en dirai pas plus. Mais voilà, ces pages-là, waouh, ouais. Vous voyez les frissons qui remontent là derrière dans la colonne vertébrale. Ouais, quand on lit, on est... Ouais, on s'accroche. Ben moi, je suis content que ça ait fait ça parce que j'ai mis beaucoup de moi là-dedans. Moi, vu que ce bouquin, il a accompagné quand même un certain nombre d'années de ma vie, maintenant, et ben en fait, j'ai vécu des moments, au moment où je dessinais ces mêmes moments, qui étaient assez similaires. Ouais. Moi, j'ai eu un enfant au moment où je dessinais la naissance du gamin dans l'album, donc forcément, je me suis senti hyper proche de ce jeune père dans le truc, donc dans ce truc catastrophique, donc forcément on se pose plein de questions. En plus, la naissance d'un enfant, c'est énormément de peur. Je pense que c'est un truc qu'on peut... Enfin, je sais pas si c'est universel, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai senti. Et quand on me dit, je vais avoir un enfant, je lui dis, prépare-toi à ressentir la peur. Moi, quand la première fois que j'ai eu un enfant, j'ai compris ce que ça voulait dire, l'angoisse. Oui, voilà, c'est ça. Avant, on ne sait pas ce que ça veut dire, l'angoisse. Et en plus, moi, je dessinais la fin des mondes tous les jours, quoi. Donc, oui, donc voilà, et je sais pas, moi, par exemple, j'ai pris des photos de la salle d'accouchement, des trucs pour faire de la doc, parce que voilà. Donc en fait, tout ça, ça se ressent. Et c'est pareil, moi j'ai perdu ma mère de la même maladie qu'un personnage de l'album qui avait aussi le même prénom. Et donc du coup, effectivement, moi j'ai mis de moi-même là-dedans. Et si ça se ressent, je suis très content. Oui. Voilà, il y a eu quelque chose aussi d'un peu cathartique, je pense, le fait que ça accompagne comme ça des moments de nuit, mais c'est la même chose qu'avec ce bouquin sur la Corse, où en fait, voilà, il y a des choses qui font écho à notre existence et puis on ne sait pas trop pourquoi. Ouais. Après, c'est le poids qu'on leur donne aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des coïncidences aussi, parce qu'on n'y fait pas attention, elles arrivent, mais on décide de s'en foutre complètement. Là, il y a des choses qui se sont imposées à moi, qui m'ont accompagné sur ces années-là de création de cet album-là. Et si ça se ressent, moi, je suis très heureux. Hein. Ça se ressent. Et là, alors là, on parlait du côté vraiment très intime de cet album, ce côté émotionnel très intime, que ce soit par le dessin ou les scénarios. Mais aussi un côté très universel, avec ce que ça provoque, justement, cette tempête médiatique qui annihile toute électricité sur Terre. Et du coup, c'est entre guillemets le chaos. Je ne vais pas trop en dire, mais le chaos, ça fait aussi monter des pouvoirs populistes pas très clairs, dont on s'en sert. Voilà, c'est ce truc où il y a un ordre établi qui est modifié par une catastrophe, un ordre un peu tacite que tout le monde a décidé d'accepter parce qu'en fait les lois... On est en démocratie, donc les lois c'est une fiction. Les politiques sont élus. Oui, mais c'est quand même une fiction, c'est un truc où on se dit il ne faut pas faire ça.
il n'y a rien qui nous en empêche. Oui. On a décidé de ne pas le faire. Donc au moment donné où cet équilibre il s'effondre, et bien en fait forcément il y a des choses qui vont ressortir, du bien, du mal, il n'y a pas de... Aussi, moi ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'ils ont écrit quelque chose qui n'est pas manichéen. Non. Il y a beaucoup de gens qui vont se révéler, qui ont différentes facettes. Et puis il y a un aspect aussi dont on oublie souvent de parler, je trouve, par rapport à cet album, c'est qu'il y a la montée des extrêmes par rapport à la radio, parce qu'il y a la radio qui est beaucoup utilisée, parce que c'est la même chose qu'en France, c'est-à-dire qu'il y a des stations nationales qui sont obligées d'émettre en cas de catastrophe naturelle, etc. Ouais. Là, c'est le même cas en Belgique. Et il y a un truc en Belgique, c'est que sur les médias nationaux, il y a un cordon sanitaire où en fait l'extrême droite n'a pas le droit de s'exprimer. Et donc du coup, quand il y a cette catastrophe et que la radio prend cette place-là, et bien l'extrême droite choisit de créer une radio pirate parce que là, elle peut le faire, Oui. alors qu'avant, elle ne pouvait pas, parce Oui. que l'ordre établi leur interdisait Oui. l'accès aux médias. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel ils n'ont pas appuyé, parce que pour eux, c'est logique Oui. en Belgique. Mais c'est vrai que c'est quand même, pour moi, un élément assez important. Clairement, très important, parce que de là, ça permet compréhension. vraiment de, et on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de distribuer de la fake news à tire-larigot, ce qui est très bien montré dans cet album, et on sait très bien qu'une fausse information est relayée 10 fois plus qu'une vraie information, donc c'est de la propagande des masses, et c'est très bien retranscrit. Tout ce cheminement-là est vraiment très très bien retranscrit dans l'album, comment on peut manipuler les masses en fait à son propre intérêt, et à son intérêt économique, financier, ou de pouvoir, ou d'autres choses. Ouais. Bien sûr, en fait, tout le monde essaie un peu de se tirer la couverture comme Ouais. il peut, quoi, et de remplir le vide qui a été laissé justement par cette catastrophe, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'était un moyen de réfléchir à ces questions-là. Et moi, ça m'a beaucoup plu de travailler sur ce livre parce que ça me plaît d'avoir participé à un projet qui fait réfléchir un petit peu les gens sur leurs conditions, sur leur façon de vivre, sur les limites de ce qu'ils utilisent tous les jours. Oui. Et je le constate en rencontrant les lecteurs, on en parlait tout à l'heure, de ce truc-là, de faire partie de quelque chose qui permet un petit pas de côté, un petit moment de réflexion. Vous diriez que c'est un album humaniste? En fait, à partir du moment où c'est sur les limites, C'est ça. oui. Moi, je sais que dans tous les ouvrages un peu de fiction, un peu catastrophe, moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est la notion de ceux qui restent, quoi. Qu'est-ce qui reste de l'humain, qui reste, toutes ces thématiques-là. Je trouve ça très intéressant. Et en général, c'est des trucs humanistes un peu Oui. qui parlent Mais de... qu'est-ce que l'âme humaine en fait? Ouais, Finalement, la voilà. bonté, l'empathie, est-ce que ça Ouais, existe encore ou pas ou et puis quand qu'est-ce qui régit ça, Ouais. est-ce que c'est voilà, et quelle est la causalité de trucs. Enfin voilà, je trouve ça très intéressant, mais en tout cas à chaque fois ça me fait réfléchir et c'est pour ça que j'aime bien lire ce genre de bouquins. Et donc voilà, donc moi je suis très heureux d'avoir pu participer à un projet tel que celui-ci, quoi. Ça m'a fait penser à un roman de Barjavel, Ravage, Ouais. forcément. Forcément. Hein, on est exactement dans Forcément, la même oui, littérature. la disparition du phénomène électrique, quoi, dans Ouais. Barjavel, c'est un truc. Après, la différence quand même qu'on peut noter, je pense, avec ce roman, c'est que je me demande si Barjavel, au moment où il a écrit ça, il se rendait compte de la place que ça prendrait à l'heure actuelle Oui. dans la société. C'est-à-dire que maintenant, en fait, l'électricité, elle gère l'eau potable. Oui, c'est ça. Alors que peut-être que quand il a écrit son bouquin, il y avait plein de gens, ils faisaient leur propre beurre, quoi. Oui. Donc il y a quand même pas de limite. Et puis, après, il y a un côté horrifique, je trouve, dans ce livre, de l'utilisation de l'énergie pour maintenir ses ancêtres. Alors, les mecs, Oui. ils ont les enceintes congelées dans le salon, là. C'est ça. Donc il y a un truc un peu horrifique, mais qui est aussi super intéressant. Et je pense que ça a été une influence Forte pour Olivier et pour Romain. en fait, je pense que c'est tellement dans l'imaginaire collectif Oui, c'est que ça. même sans le savoir, je pense qu'ils ont dû s'en inspirer. On n'en a pas parlé, donc je ne peux pas parler à leur place de savoir si ça a été une influence forte ou pas pour eux, mais forcément. Ouais, en tout cas, ça nous explose en pleine figure cet album. C'est un superbe album, ça s'appelle Off. C'est aux éditions Daniel Maguen. C'est de Patrice et d'Olivier et de Romain. Patrice, on va passer vite fait des petites questions pour terminer cet entretien. Si je vous dis Max Cabane,
Connu quand même, je le dis, hein, auteur-dessinateur connu pour la série Dans les villages et dernièrement il a adapté chez Dupuis avec Doug Edline au scénario des romans de Jean-Patrick Manchette, Fatal, Nada et Morgue pleine, ces dernières. Ouais. Voilà. Est-ce quelqu'un d'important pour vous? Bah oui, oui, complètement. Moi, en fait, c'est un mec que j'ai rencontré, je devais avoir 14 ans, je pense. J'avais essayé de demander un stage, je crois, Ouais. un truc dans le genre, qu'il avait refusé parce qu'il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse faire? Et puis, je crois que c'était un ami d'amis de mes parents. Je sais plus bien comment ça s'était passé la rencontre. Je me souviens quand ils étaient venus, ils avaient eu très froid parce qu'il faisait super froid chez moi. Et, et il était venu manger à la maison avec sa femme et puis des amis. Et il m'avait amené plein d'originaux, euh, de Loisel, de trucs et tout, des Moebius, quoi. C'était quand même pas Ouais, dégueulasse. ouais, c'est pas dégueu. Et puis après, on est resté en contact. En fait, on s'écrit relativement régulièrement. C'est une correspondance suivie, mais très étalée dans le temps. Ouais. Et en fait, il m'a pas mal accompagné sur plein d'étapes un peu clés de ma vie de BD. Donc souvent, en fait, je lui envoie mes projets, mes trucs. Mais il est intervenu assez fort au début, quand j'ai commencé à faire, à vouloir vraiment faire quelque chose de professionnel. Et carrément, je lui ai envoyé mes planches, il redessinait par-dessus. Et tout Ah ça, il ouais, me disait, ah, carrément, ça ouais. va pas, Ah ouais. ça refait, l'anatomie, non, non. Et donc, du coup, il m'a donné des super conseils. Et il y a des conseils que j'applique toujours aujourd'hui Alors lesquels? et dont j'ai du mal à sortir. Mais par exemple, une des premières planches que je lui avais montrées, je m'en souviens, hein, j'avais fait un truc avec un personnage, il y avait un visage et il y avait une partie de son corps qui débordait du cadre. Il m'avait dit un truc que j'applique toujours aujourd'hui. Et du coup, j'ai vachement de mal à faire des trucs à bord perdu. Que ce que j'ai fait dans Jeanne d'Arc, Oui. ça a été très compliqué. J'ai fait une. C'est vraiment, j'étais. Ah. Il m'avait dit. En fait, si ton personnage il sort du cadre, il sort de l'histoire. Parce que l'histoire, elle est dans le rectangle, Oui. quoi. Et c'est vrai, quand on regarde ces albums, cette règle-là, C'est très clair. C'est très clair. Et donc ça, par exemple, j'applique toujours aujourd'hui. C'est vraiment un truc basique. Et des fois, je pense qu'il faut tuer le père et faire comme on a envie, hein. Oui, c'est sûr. Mais effectivement, voilà, il y a des trucs comme ça qu'il m'a montré. Et puis même sans que ce soit verbalisé, des choses qu'il m'a montré. Mais bon, voilà, en fait, ça s'est étalé sur beaucoup d'années. C'est pas quelqu'un que j'allais voir tous les dimanches. Oui. À un C'est de moment, la il est- distillation de petits Oui, conseils, et de puis à petits certains trucs, de moments, petites techniques ouais, qui vous fait hop. ouais, et puis ça a été hyper déterminant pour Ouais. moi à plein de moments. Ou aussi le fait d'avoir son avis, ça me rassurait beaucoup, quoi. Je me posais la question, est-ce que vous faites encore de l'aiki-jutsu? Non. Non, Non, maintenant je fais de la boxe anglaise. de la boxe anglaise. Parce que j'ai vu que vous faisiez pratiquer cet art martial Ah, mais là. vous avez vu des vidéos où vraiment j'en prends plein la tête? Non, j'ai pas vu de vidéo où vous en prenez plein la Ouais, tête. j'ai fait ça pendant. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est un mélange entre rassembler son énergie et l'harmoniser. Et quand on doit passer 8 heures, ou j'imagine peut-être même des fois plus de temps que ça, chaque jour sur sa planche à dessin, il faut quand même y aller pour se motiver et rassembler son énergie et justement réussir à l'harmoniser pour faire tout ça. Non, C'est mais quelque chose qui vous a aidé quand même par un Ouais, temps? beaucoup. Ouais. Beaucoup. Déjà physiquement, parce que bah, quand on est en meilleure forme physique, en général, tout va mieux. Oui, c'est clair. Et puis, il y a un truc du geste, parce qu'en fait, ça, c'est un sport. Normalement, c'est avant l'aïkido. Oui, En fait, tous les sports en dos, normalement, il y a le sport avant. oui. Euh, Nous, on a exporté que l'aïkido, comme le Oui, c'est comme le judo. judo et le jujitsu. Voilà. En fait, on a exporté Oui. que les formes qui, normalement, sont destinées à des gens qui sont très haut gradés. Oui. Donc, normalement, on fait d'abord l'aikijutsu et après, on fait l'aïkido. Parce que do, c'est la voie, c'est aller vers la non-violence, Oui. le truc, le machin. Dans l'aikijutsu, c'est beaucoup plus violent. Il y a des frappes, il y a des trucs. On n'est pas dans le désamorçage permanent de l'action. Et effectivement, moi, ça m'a aidé sur le geste, je sais pas, il y a un truc très technique de répétition du geste tout le temps, d'une espèce de forme un peu pure, de quelque chose où on ne fait pas d'effort, où il y a et de se connaître, de connaître ses limites, parce qu'en fait, pas tout le monde va faire pareil, parce que bah, y en a, il a mal au genou, Oui. l'autre, il a un orteil en moins. Et donc chacun essaie de trouver un peu sa façon de faire la même chose, mais il y a quand même un côté répétitif, un côté aussi un peu, pas méditatif, mais quasiment, quoi, de s'oublier un petit peu
Et moi, c'est ce que je retrouve dans le dessin. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je fais ça. Il y a des gens, ils appellent ça le flow. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est une espèce d'état étrange comme ça. Et il y a des sports comme ça qui font ça, Vous êtes en dehors du temps, en fait. un peu en dehors du temps. Que ce soit dans la pratique de ce sport ou même quand vous dessinez, vous vous sentez vraiment en dehors du temps Ça dépend aussi. des moments, Ça mais dépend des moments. il y a des moments. Enfin, moi, j'ai appris à me mettre dans cet état Ouais. au fur et à mesure. Bon après, maintenant que je travaille en collectif, dans des ateliers et tout, c'est un peu plus difficile d'accéder à ça régulièrement. Mais après, moi, c'est ce que je recherche aussi avec des sports comme la boxe, c'est de sortir un peu de sa tête. Ouais. Et puis en fait, De laisser exploser son énergie et tout ça. et puis en fait, alors. de toute façon, c'est des trucs ensuite d'instinct, de combat, où de toute façon, tu peux pas penser. Ouais. Alors, vous venez de dire que vous dessinez maintenant en collectif. Ça change quoi? De dessiner seul chez soi sur sa planche à dessin et d'aller dessiner en collectif. Alors j'imagine qu'il y a des échanges avec les différents dessinateurs qui sont en collectif avec vous. Déjà, Donc, mais c'est vrai qu'il y a ouais, Maintenant, ça fait très longtemps, moi, que je dessine en atelier, Ouais. quand même. Ça fait très longtemps. J'ai commencé à dessiner en atelier à Bruxelles dans l'atelier d'un gars qui s'appelle Renaud Dehaene, qui est un des fondateurs de la 5e Couche, si je dis pas D'accord. de bêtises. Et voilà, avec qui je me suis super bien entendu et avec qui on a échangé plein de conseils. Puis c'était dans un bâtiment, il y avait plusieurs personnes, mais il y avait le stock de Frémoc en bas. Et puis il y avait un peintre qui s'appelle François Jacob, très talentueux peintre, avec qui je passais beaucoup de temps parce que lui aussi il a fait la fonderie. Et donc du coup c'était pas mal parce qu'on échangeait des fois aussi avec des corps de métier qui n'ont pas grand chose à voir sur des façons de faire. Ah bon, toi tu fais comme ça. Et donc là c'est un peu la même chose, sauf qu'on est beaucoup plus nombreux. Et là, il y a plein de corps de métiers différents autour de l'image. Oui. Et c'est pareil, quoi, ça donne une dynamique hyper intéressante. Et puis moi, ça me permet aussi de couper un petit peu. Parce que quand je travaillais chez moi, j'avais du mal à m'arrêter. Je retournais le soir, voir mes trucs, puis j'ai dessiné une heure de plus. Ouais. Et puis en fait, il se Oui, trouve il y que a ça un truc, il y s'arrête a jamais. quelque chose qui va pas et du coup on a envie de le reprendre tout de suite et finalement on Ouais, passe et puis 2 heures sur, et puis en sur fait, du dessin on et c'est chipote des épuisant. trucs. Ouais. Et puis il y a un truc d'efficacité aussi. Ouais. Voilà, quand c'est possible tout le temps, en fait, on traîne, on vire, on fait des trucs. Par rapport à mes recherches, je sais que c'est quelque chose d'important pour vous de faire quelque chose de manuel. Pourquoi c'est important pour vous de faire quelque chose de manuel? J'ai lu ça. J'ai lu que vous aviez dit ça. Moi, je dis plein de trucs. Hein. C'est justement pour sortir de l'intellect, c'est-à-dire Non, ça parce permet que de se vider? non, parce que moi, je suis pas un intellectuel, mais je crois que j'aime bien les trucs manuels parce que quand on fabrique quelque chose, on a une action sur son environnement Ouais. qu'on a difficilement avec des trucs de la pensée. Oui. Je sais pas comment expliquer. Moi, faire. Il y a une fierté en fait. C'est concret finalement. Il y a une fierté et en même temps, il y a quelque chose qui ment pas. Oui. Par exemple, moi, ce que je trouve par exemple de difficile dans le dessin, c'est qu'on est toujours face à son erreur. Ouais. Ou en sculpture, ou en tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, son erreur, elle est là. C'est pas ah, on s'est trompé, c'est fini. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, on grille une priorité en voiture. S'il nous est rien arrivé, c'est derrière nous. Oui, c'est vrai. Alors qu'en dessin, c'est là. Oui, Donc, c'est là. il faut régler le problème, il faut le truc, ou alors on laisse comme ça. Et puis ça existe, ça a un poids, on peut le montrer, on peut. Oui, il y a quelque chose dans l'accomplissement du geste, du truc qui pour moi est intéressant, que j'aime faire. Et comment on trouve sa place dans le monde, dans l'existence. Enfin voilà, je sais pas. Pour moi, en fait, c'est tellement logique de faire que. En fait, moi, j'ai même du mal à comprendre comment on peut ne pas faire. Oui, c'est ça. Non, Mais parce que moi, toute ma vie, elle tourne un peu autour de ça depuis très longtemps. Oui. Mais c'est aussi parce que c'est un truc qu'on m'a inculqué. C'est de la création. C'est un truc qu'on m'a inculqué, je pense. Mm. J'ai pas trop choisi ça. On m'a dit, voilà, dans la vie, il faut faire des trucs, quoi. Il faut fabriquer des choses avec ses mains. Il faut fabriquer, regarde, tu fais ça plus ça fait ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et je crois que dans le dessin, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé aussi dès le début parce que je trouve que c'est un formidable moyen de décortiquer un peu le monde qui nous entoure. Oui. Et je trouve que la BD, c'est encore plus fort que ça parce que, vu qu'en plus, quand on travaille avec des scénaristes, on est exposé à plein de problématiques auxquelles on ne ferait pas forcément face ni dans la vie, ni dans notre pratique personnelle parce qu'on préférait faire un truc dans lequel on est plus à l'aise. Oui. Et ben on est obligé de s'intéresser à tout. On est obligé de s'intéresser à comment une voiture elle roule, comment un hélicoptère il tient en l'air, Ouais.
Et là, c'est la même chose. Ouais, c'est un guide en fait, dessiné pour vous, c'est un guide de vie finalement, d'après ce que je comprends. Moi, je trouve ça là-dedans. Après, j'aime faire plein d'autres trucs, hein, Oui, mais, oui. mais en tout cas, Ça permet la curiosité. Moi, ce qui me plaît, tout à l'heure, on parlait du parasitisme, des trucs. Oui. Moi, ça me permet en fait d'explorer plein de Ouais. choses et de me dire, ah là, par exemple, je me suis retrouvé à regarder des vidéos de césarienne à 9 h du matin. Euh, après, j'ai regardé des vidéos complètes de comment ça marche, les défibrillateurs. Tu sais, vous savez qu'il y a dans Ouais, la rue, qu'est-ce ouais. que c'est les voies, comment on se Oui. sert de ça. Ouais, c'est ça. Mais parce que je devais le décider, il faut que je comprenne comment les mecs ils vont ouvrir le truc, pourquoi ils font ça. Et donc, pour inventer, je crois qu'on est obligé de comprendre un minimum de choses. Et donc, du coup, ça nous oblige à nous intéresser à des trucs qui ne nous intéresseraient pas forcément. Ouais. Et en fait, ça devient passionnant parce que chaque fois, c'est un monde de trucs. Puis il y a des gars, ils bossent sur des trucs d'ergonomie, complètement dingues. C'est la curiosité. Ouais, moi, c'est ça qui curiosité, me. c'est la curiosité dans le sens des adjectifs de qualité, parce que la curiosité peut être un défaut, mais là c'est vraiment une qualité, cette curiosité. Alors la curiosité, on va en parler justement. Quelles sont vos influences cinématographiques, Patrice? Moi, dans toutes les œuvres narratives, moi, ce que j'aime bien, c'est être surpris Ouais. et apprendre quelque chose. Un film qui m'a vachement marqué à l'époque, c'était Solaris de Tarkovsky. Donc, c'est pour ça que je dis ça fait un peu un télo. Parce qu'il y avait ce truc de... Et en fait, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est même pas vraiment le film en lui-même. C'est un film avec des mecs qui ont découvert une nouvelle planète qui s'appelle Solaris. Oui. Et ils ont mis une station en orbite pour observer cette planète, je sais pas quoi. Et donc, il y a un militaire qui revient de cette mission sur Terre. Et en fait, il explique s'il a vu et personne ne le croit. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné dans l'histoire, c'est juste ça. C'est que le mec, il vient, il n'a pas de preuves, donc personne ne le croit. Et après, c'est toute une histoire avec un psychologue qui est envoyé en fait, sur la station pour essayer de faire un peu l'état de tous les mecs qui sont un peu restés, qui sont tous en train de vriller total. Et lui, il a des visions, des machins. Enfin, c'est tout un... Bon, c'est assez lent, c'est un peu... Mais voilà. Et la bande originale de cet album Off, là, alors ce serait laquelle? Ce serait quoi? Oula. Et parce que c'était long, alors moi, j'ai écouté beaucoup de trucs. Je sais pas, un truc un peu indus, punk indus quoi. Ouais. Il faut écouter ça, du punk. Hein. Un peu, ouais, je sais pas. Oui, j'ai écouté un groupe qui s'appelle Dystopia. D'accord. Un album du même titre, enfin self-title quoi, Dystopia l'album. Et ça faisait pas mal écho à ça. Je l'ai découvert pendant que je dessinais cet album. Bon, bah voilà. Alors, le conseil de Patrice Regla-Visavona, c'est Dystopia. Merci beaucoup, Patrice Avec plaisir. Regla-Visavona. Je vous rappelle cet album Off aux éditions Daniel Mayenne, de Romain Renard, d'Olivier Tollet et de Patrice Regla-Visavona, qui était avec nous et qui nous a fait le plaisir de cet entretien. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en replay sur le site de Vosges Télévisions ainsi que sur notre chaîne YouTube Petit Casabule. N'hésitez pas à vous abonner. Il est maintenant temps d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée et de lire Off. Merci beaucoup Patrice, à une prochaine fois.